J. Radio J. Géopolitique, le MAG. Steve Nadjar. Radio J. Bruno Tartré, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique et conseiller géopolitique à l'Institut Montaigne. Et vous publiez aux éditions de l'Observatoire La guerre des mondes, le retour de la géopolitique et le choc des empires. Un essai dans lequel vous analysez l'affrontement entre le bloc occidental d'une part et les puissances dites révisionnistes, avec à leur tête la Chine et la Russie, puissances soucieuses de remettre en cause l'ordre international, né de l'après-Seconde Guerre mondiale et de la chute de l'Union soviétique. Bruno Tartré, vous citez au début du livre Raymond Aron, qui dans son livre Les étapes de la pensée sociologique écrit « Il y a peu de générations qui n'aient pas eu l'impression de vivre une crise ou même d'être à un tournant. Dans quelle mesure la séquence terrible ouverte par l'attaque terroriste du 7 octobre par le Hamas contre Israël porte-t-elle selon vous en germe les ingrédients d'une crise régionale aux effets importants sur la durée ?» Une crise régionale, ça ne fait malheureusement pas l'ombre d'un doute. Raymond Aron a souvent raison. Nous commémorons le 40e anniversaire de sa disparition et c'est d'autant plus opportun de le citer. Et là où il est d'autant plus pertinent, c'est lorsqu'il dit que, je n'ai pas la phrase exacte en tête, mais chaque génération a le sentiment que c'était plus stable avant, que c'était moins dangereux avant et que le monde est de plus en plus instable. Depuis le XVIe siècle, ce que l'on trouverait difficilement, c'est une génération qui ait cru vivre dans une période stabilisée. Tout à fait, exactement. La citation. Moi, je rappelle souvent, par exemple, que la guerre froide, c'était beaucoup moins stable que ce que l'on pense aujourd'hui. À l'époque, les gens n'avaient pas du tout l'impression de vivre dans une période stable. Quant au Moyen-Orient, je n'ai pas besoin de vous faire la liste, la litanie des crises qui ont émaillé cette région pendant la période. Et ça n'était pas forcément moins violent qu'aujourd'hui. C'est ce que vous soulignez également. Pas forcément moins violent parce que, par exemple, il y a pas plus de guerres aujourd'hui. Il y a davantage de guerres visibles. Il y a en ce moment effectivement un nombre de conflits simultanés assez impressionnant. Donc, pour répondre directement à votre question, il y a quand même des moments où nous sommes quelque part dans un tournant historique. Et je crois que la conjonction de la guerre en Ukraine, de ce qui s'est passé en Israël depuis le 7 octobre, de, bien sûr, l'agression de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie, y compris contre le territoire de l'Arménie, avec en toile de fond, bien sûr, la crise sino-taïwanaise, ça donne tout de même l'impression que là, il y a quelque chose qui se passe. Vous parlez dans le livre d'un enchevêtrement des crises, chaque crise nourrissant la suivante, presque. Oui, tout à fait, parce que, évidemment, la Chine regarde de très près la manière dont les Russes se battent, la manière dont les Occidentaux défendent l'Ukraine pour en tirer des leçons sur sa propre aventure possible vis-à-vis de Taïwan. De même qu'aujourd'hui, on sait déjà que la Russie met de l'huile sur le feu. Vous avez, dès l'après-midi du 7 octobre, vous avez eu les trolls russes qui se sont déchaînés pour suggérer notamment que c'est l'Ukraine, je cite, qui avait armé le Hamas. La Russie, la Chine profitent malheureusement de la guerre en cours pour dire d'abord, nous sommes, nous, à vos côtés. Nous sommes, nous, à côté des peuples opprimés, entre guillemets, des peuples du Sud qui se battent. Évidemment, bien sûr, l'Occident a toujours tort, et l'Occident a tort une nouvelle fois en soutenant Israël. Et puis, ces deux pays se frottent les mains parce que plus l'on parle du Moyen-Orient, moins on parle de l'Ukraine et de Taïwan. L'Ukraine qui serait même, selon Moscou, à l'origine de la tentative de lynchage dimanche dernier à l'aéroport du Daghestan contre des citoyens présumés, des juifs ou des Israéliens. Alors, avec le Kremlin d'aujourd'hui, plus c'est gros, plus ça passe. Mais je peux vous dire que le nombre de fake news et de bobards colportés directement par le Kremlin et ses sbires depuis le 7 octobre est tout à fait considérable. Et ils n'ont pas tort malheureusement parce que plus vous répandez ce type de fausses nouvelles, plus vous semez le doute. Et c'était une stratégie dans laquelle le Kremlin de Vladimir Poutine est passé maître. Le gouvernement israélien a fixé comme objectif militaire et politique de cette guerre la destruction du Hamas. Comment est-ce que vous le traduisez sur le plan opérationnel? À partir de quel seuil pourra-t-on dire côté israélien, le Hamas a été détruit? C'est un jugement militaire et politique que je ne peux pas faire d'ici. Ça sera à un moment un jugement qui sera fait sur la base des informations données par l'armée israélienne, par le gouvernement, pour dire nous considérons que le Hamas est suffisamment affaibli pour ne plus représenter une menace significative permanente pour le peuple juif et qui n'aura plus la possibilité non plus de gouverner d'une main de fer, comme on le sait bien ici, le territoire de Gaza. Donc très affaibli, mais pas nécessairement détruit. Non, alors je veux dire, détruit, ça veut pas forcément dire anéanti. Personne ne pense que Tsahal va réussir à traquer le moindre
terroristes du Hamas dans le moindre recoin de la bande de Gaza. Encore une fois, ça sera un jugement politique à un moment où l'effort militaire ne sera plus suffisamment nécessaire pour obtenir des résultats suffisants. En gros, on va dire, allez, s'il fallait absolument, puisque vous me poussez sur ce point, donner un chiffre ou un pourcentage, on va dire quand le Hamas sera détruit à 80%, il ne représentera plus du tout le même type de menace pour Israël et pour les Israéliens. Alors, on s'intéresse beaucoup, évidemment, dans la presse israélienne à cette question d'objectif. Et dans une analyse parue ce matin dans le grand quotidien israélien Yediot Aharonot, Nadav Eyal s'interroge justement sur la portée de cet objectif fixé par Benyamin Netanyahou et rapporte un débat qui semble-t-il prendre une certaine ampleur dans la coulisse. Négocier l'expulsion de hauts responsables du Hamas de la bande de Gaza en échange de la libération de l'ensemble des 242 otages retenus depuis le 7 octobre. C'est l'option dite Beyrouth 1982, d'où Yasser Arafat et l'OLP avaient été expulsés manu militari en pleine guerre du Liban après des négociations menées par l'administration Reagan. Qu'est-ce que ça vous inspire, Bruno Tertrais? Alors, ça m'inspire, d'abord, on peut espérer que les responsables israéliens restent ouverts à la possibilité de certains scénarios qui, pour désagréables qu'ils fussent, prennent en compte la vie des otages et la priorité tout à fait légitime qu'accordent beaucoup de gouvernements, puisque, comme on le sait bien, ces otages sont de très nombreuses nationalités. Et donc, il n'est pas totalement fermé à l'idée d'une négociation tactique, limitée bien sûr, qui n'empêchera pas l'armée israélienne de poursuivre ses objectifs militaires ultérieurement. Mais je pense que ça ne me paraît pas totalement absurde et je dirais que je trouverais heureux, satisfaisant que le gouvernement israélien envisage au moins de telles options, parce que cela voudrait dire qu'il n'est pas dans l'aveuglement que certains décrivent dans son action actuelle contre le Hamas. Pour pousser le parallèle, est-ce qu'occuper à long terme, pour quelques années en tout cas, le nord de la bande de Gaza sur le modèle de ce qui avait été fait au Liban jusqu'en 2000 avec le gouvernement Barak est également envisagé? On parle également de la mise en place d'une force internationale, une sorte force internationale d'interposition amenée par les Américains. C'est aussi sur la table? Alors, d'abord, je ne sais pas exactement ce qui est sur la table. Si je le savais, ça ne serait pas normal. Mais je dirais qu'une occupation temporaire de Gaza City, d'un bon tiers de la bande de Gaza, ne me paraît pas du tout absurde comme scénario, j'allais dire, de court et moyen terme, permettant de prendre le temps de disposer d'une option politique, parce qu'il faudra bien à un moment que quelqu'un gouverne Gaza. On ne va pas enfermer les Gazaouis autour d'un mur et leur dire maintenant débrouillez-vous, ça n'est pas possible. Ça ne me paraît pas absurde. Est-ce que c'est véritablement envisagé pour plusieurs années? Ça me paraît très délicat. Où iraient les Gazaouis qui vivaient à Gaza City, comme on le sait bien, la ville la plus importante de la bande de Gaza? Je ne le sais pas. Il me paraît difficile, y compris pour les intérêts à long terme d'Israël, d'imaginer qu'on va mettre 1 million de personnes pour plusieurs années dans des camps de réfugiés dans le sud de la bande de Gaza. Mais encore une fois, le fait qu'on pense à ce type de scénario me paraît assez sain. Ça ne dit rien, évidemment, de la solution politique à long terme. Il ne faudra plus que quelques semaines pour trouver une solution viable et acceptable par toutes les parties concernées pour gouverner au jour le jour la bande de Gaza. On y reviendra dans quelques instants. Dans quelle mesure la question des otages influe-t-elle, selon vous, sur la conduite des opérations israéliennes? Benyamin Netanyahou et son ministre de la Défense ces derniers jours, Yoav Gallant, ont tous les deux répété que l'objectif numéro 1 était l'élimination du Hamas. Cela veut dire implicitement que l'on s'en félicite ou qu'on le déplore, la libération des otages semble, d'après ce que vous dites, arriver en numéro 2. Bien. Ce qui était fait chronologiquement dans leur discours, à chaque fois. Tout à fait. Est-ce que c'est effectivement le cas pour chacune des opérations menées actuellement par Tsahal? Je ne le sais pas. Mais cela dit au moins une chose. Cela dit que l'option de dire d'abord les otages et après le Hamas n'a pas été retenue. Est-ce une bonne chose ou pas? Je ne suis pas en mesure de juger de l'extérieur. Je trouve très difficile et très facile, quelque part, de porter un jugement ferme et définitif sur ce que fait le gouvernement israélien et l'armée israélienne sans avoir toutes les informations dont eux disposent. Voilà. Et c'est un paramètre qui peut avoir une influence bien évidemment. Ce que l'on peut dire à minima, c'est que la possibilité, je dis bien la possibilité de mettre en jeu mettre en danger la vie de certains otages est prise en compte, malheureusement, pour les familles, bien sûr. Mais en tout cas, je n'en dirai pas beaucoup plus là-dessus, parce que sur les questions d'otages, je trouve qu'en général, ceux qui parlent
ne savent pas grand-chose et ceux qui savent ne parlent pas. Et puis c'est un sujet trop sensible et trop douloureux pour que je vous assène quelques certitudes que ce soit. Je me contente de dire ce qu'il me semble transparaître des déclarations que vous mentionnez. Bruno Tertrais, comment une démocratie en guerre, pour reprendre le titre d'un livre de Sami Cohen, du CERI, qui est consacré justement à la réponse israélienne au terrorisme, comment une démocratie en guerre peut-elle agir dans un environnement particulièrement hostile où sont réunies toutes les conditions d'une guerre asymétrique? Les guerres asymétriques, ce sont les guerres qui sont... c'est la plupart des guerres menées par l'Occident depuis 30 ans. Et même avant les guerres asymétriques, c'est un classique, j'allais dire, des conflits auxquels sont confrontés les Occidentaux. Que ça leur soit imposé, comme ça l'a été le 7 octobre, ou que ça soit des guerres de choix, comme ça a été, par exemple, pour l'Irak. Bien. Alors, l'Occident est toujours j'allais dire, en position de faiblesse, puisque, et c'est son honneur, il respecte certaines règles, au moins du droit international humanitaire, c'est-à-dire du droit de la guerre, lorsqu'il fait des opérations militaires. Alors qu'en face, ses adversaires, et surtout un adversaire comme le Hamas, non seulement ne respecte aucune de ces règles, mais se fait un plaisir, malheureusement, de les fouler aux pieds. La question est la suivante. Nous savons que la culture militaire israélienne accorde une grande importance aux paramètres du droit international humanitaire, s'agissant de la distinction entre combattants et non-combattants, même si ses adversaires font tout pour brouiller cette définition. Bien sûr, certains des civils morts à Gaza ces derniers jours, présentés comme des civils par le Hamas ou par les ONG ou la Croix-Rouge, étaient très certainement, dans les faits, des combattants. Donc, principe de distinction, principe de proportionnalité, non pas entre le nombre de morts subis et le nombre de morts qu'on va faire. Ça, je vois parfois certains activistes ou commentateurs, notamment dans le monde arabe et musulman, dire « Regardez la disparité entre le nombre de morts qu'Israël subit et le nombre de morts qu'il est en train de faire. » Non, la proportionnalité en droit international humanitaire, ça consiste à dire, dès lors que je vise tel objectif, les dommages aux populations civiles possibles ne doivent pas être supérieurs à l'avantage militaire attendu. C'est un raisonnement qu'il est très difficile de tenir au jour le jour, mais en tout cas, c'est la règle que s'imposent les armées occidentales, y compris l'armée israélienne. Les combats se sont encore intensifiés ces 2 derniers jours. L'armée israélienne est parvenue à prendre en tenaille le nord de la bande de Gaza, avec comme objectif, et vous l'avez évoqué à l'instant Bruno Tertrais, le blocus de Gaza City, qui est le quartier général de la direction militaire du Hamas. 18 soldats israéliens ont été tués depuis le début des combats. Combats décrits comme féroces, selon Tsahal. Féroces et longs, nécessairement. Oui, bien sûr. Mais ça, je crois que tous les commentateurs sont du même avis. Et d'ailleurs, l'armée israélienne, les autorités politiques et militaires israéliennes l'ont dit. C'est une opération qui sera forcément longue. Qu'est-ce que ça veut dire long? Ça veut dire au moins quelques semaines. C'est une question de semaines. Est-ce que c'est... Parce que dans le passé, on a privilégié côté israélien des opérations courtes, justement, pour limiter le nombre de les opérations dites coup de poing. Aujourd'hui, on voit déjà, malheureusement, et c'était prévisible et envisagé, que les pertes israéliennes sont significatives. J'allais dire qu'elle reste, de l'extérieur et pour l'observateur neutre que j'essaye d'être, elle reste cohérente avec des opérations difficiles, mais qui sont pas non plus, qui ne comportent pas des prises de risques totalement insensées. Vous voyez, on aurait pu très bien avoir des unités israéliennes qui tombent dans un piège, au sens d'un ensemble de souterrains minés et prêt malheureusement à les accueillir, avec plusieurs dizaines de morts d'un seul coup. Ça n'est pas le cas. Moi, ce que ce chiffre me dit, il est évidemment terrible, mais en même temps, il me dit que les forces israéliennes avancent tout de même prudemment, d'où aussi la longueur probable des opérations, c'est-à-dire certainement plusieurs semaines. Je ne peux pas vous en dire plus, c'est plus davantage un ressenti, d'après ce que je vois et ce que je connais, qu'une connaissance. Évidemment, je ne suis pas sur le terrain, il n'y a que ceux qui sont sur le terrain qui peuvent vous dire vraiment comment ça se passe. À partir du moment où on sort, on écarte l'option essentiellement aérienne, on écarte l'idée d'une guerre zéro mort ou... Mais Steve Najjar, il n'y a pas de guerre zéro mort. C'est une expression, c'est comme l'expression frappe chirurgicale. Ce sont des expressions qui appartiennent aux commentateurs. Les doctrines militaires occidentales, à commencer par la doctrine militaire américaine, puisqu'on attribue souvent ces expressions au Pentagone et aux États-Unis, vous ne trouverez jamais, ne comprennent pas ces expressions, vous ne trouverez jamais ces expressions dans les doctrines militaires occidentales depuis 30 ans. Et donc, il n'y a pas de guerre zéro mort. Personne ne prévoit de guerre zéro mort. La question est de savoir jusqu'à quel point mettons en danger la vie de nos propres soldats et pour quel objectif. Ces expressions font référence à un moment où l'Amérique hésitait à s'engager fortement
pour des objectifs qui n'étaient pas essentiels à la survie du pays. Il est évident que quand l'Amérique bombardait le Kosovo de très haute altitude pour que ses pilotes ne soient pas mis en danger, on n'était pas du tout, mais alors pas du tout, dans le même type d'offensive, d'opération que celle qui a lieu depuis début octobre avec Israël. On n'est pas du tout dans le même enjeu. Je suis certain que si l'Amérique avait été frappée à hauteur de ce qu'Israël a été frappé le 7 octobre, la réponse aurait été dévastatrice, même avec un Joe Biden. Elle aurait été à la hauteur de ce qui s'est passé le 11 septembre. Ça aurait été un 11 septembre plus. Guerre donc aérienne, terrestre, maritime, mais aussi guerre informationnelle. Cyberwar précise notamment l'ancien chef du renseignement militaire israélien Amos Yadlin. Ces deux dernières modalités de la guerre, elles s'expriment comment aujourd'hui côté israélien ? La cyberguerre, ce sont deux choses différentes, la cyberguerre et la guerre de l'information. La cyberguerre, c'est un domaine dans lequel Israël excelle, mais c'est aussi un domaine dans lequel des acteurs non étatiques, j'allais dire même avec des budgets relativement limités, peuvent être très bons. Et l'Iran progresse, pouvait-on lire dans le New York Times. Voilà, effectivement. Alors, le Hamas n'est pas connu pour être un acteur majeur de la cyberguerre. En revanche, l'Iran fait partie des acteurs tout à fait remarquables de cette nouvelle dimension de la guerre, moins que la Russie, la Chine ou la Corée du Nord, mais tout de même un acteur, entre guillemets, respectable sur le plan des capacités. L'infosphère, la guerre informationnelle, c'est autre chose. Et là, malheureusement, j'ai envie de dire que nombre d'observateurs et de commentateurs bien au-delà du Hamas font le travail pour lui. Autrement dit, le déséquilibre, parfois de bonne foi et parfois de mauvaise foi. Il faut bien essayer les choses. Moi, j'essaie de ne pas préjuger de la mauvaise foi et je pense qu'un certain nombre de commentaires qu'on entend aujourd'hui dans le monde arabe et musulman sont faits de manière sincère et de bonne foi, par manque d'information ou par manque simplement de capacité de raisonnement et d'analyse, ou alors pour des raisons plus politiques. Mais dans ce cas-là, c'est de la mauvaise foi. Donc, ils alimentent la guerre des récits du Hamas, telle qu'elle est proposée par le Hamas. Tout à fait. Autrement dit, quand on est avec la Russie et l'Ukraine, l'Ukraine se défend très bien sur le plan de la guerre de l'information. J'allais dire que Israël se retrouve dans une position beaucoup plus difficile dans la guerre de l'information mondiale que ne l'est l'Ukraine dans cette même guerre de l'information. D'abord parce que Israël et part toujours en état d'infériorité dans la guerre de l'information. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Parce qu'Israël, avec à sa tête, ou en tout cas avec comme Premier ministre Benjamin Netanyahou, j'allais dire que c'est un malus supplémentaire dans la guerre de l'information, ce n'est pas porter jugement dans un sens ou dans un autre sur la personne du Premier ministre, et que par ailleurs, vous avez plus d'1 milliard de musulmans qui sont prêts à participer à cette bataille informationnelle. Elle est donc plus difficile pour Israël qu'elle ne l'est par exemple pour l'Ukraine. Alors derrière cette attaque du 7 octobre, il y a la main de l'Iran, même si son rôle directionnel et opérationnel le 7 octobre est encore sujet à question. L'Iran, néo-empire aux ambitions expansionnistes et qui cherche à étendre, écrivez-vous, avec un certain succès depuis 20 ans, ses sphères d'influence. Empire revanchiste également. Qu'est-ce qui nourrit cette passion iranienne, pour citer l'expression de Pierre Asner que vous rappelez également dans le livre? Tous les régimes autoritaires ont besoin, à moins d'être complètement autarciques, ce qui est très rarement le cas. C'était le cas, par exemple, pour l'Albanie d'Enver Hoxha pendant la guerre froide, mais ce sont des cas extrêmement rares. Tous les régimes autoritaires, surtout dès lors qu'ils sont héritiers d'un passé impérial glorieux et revendiqués comme tel, ont un besoin naturel de s'étendre vers l'extérieur. Dès lors que vous ajoutez en plus la dimension religieuse, la dimension messianique de la révolution iranienne de 1979, eh bien, vous avez un cocktail qui explique parfaitement l'expansionnisme à l'iranienne, ou plutôt à la République islamique d'Iran, puisque c'est de cela dont il est question, plus que de l'Iran en tant qu'ancienne Perse. Passé glorieux, mais aussi fragilité, passé qu'on essaye d'effacer, écrivez-vous, notamment du côté russe, du côté chinois, au côté, là aussi, iranien. On pense notamment au coup d'État de 53. Est-ce que c'est des éléments qui jouent, en tout cas, qui sont instrumentalisés par la République islamique d'Iran pour légitimer son action internationale? Oui, tout à fait. Cela fait partie, et là encore, c'est une caractéristique des régimes autoritaires. De même que Recep Tayyip Erdogan considère que depuis le 16 juillet 2015,
2016, eh bien, il a un besoin de revanche sur l'Occident parce que ce coup d'État aurait été, selon lui, téléguidé par l'Occident, ce qui est évidemment totalement faux. De même, les Iraniens aujourd'hui entretiennent la mémoire de la chute de Mossadegh en 1953, dans lequel effectivement les services américains et britanniques avaient joué un rôle pour dire que l'Occident cherche de toute façon à détruire la stabilité du régime et ne veulent pas d'un Iran fort. Et de même que la Chine et la Russie surtout, mais la Chine aussi, évoquent ce qui s'est passé en 1999, j'en parle d'ailleurs. C'est l'ouverture du livre. C'est la séquence d'ouverture de mon livre. Ce qui s'est passé en 1999, j'ai évoqué, c'est bien sûr la guerre du Kosovo. La guerre du Kosovo est perçue par la Russie comme une humiliation suprême qu'elle doit laver. Et pour la Chine aussi, parce que c'est moins connu, mais on s'en souvient pas souvent. L'Amérique avait bombardé par erreur, j'en suis absolument persuadé, l'ambassade de Chine à Belgrade, ce qui avait provoqué la stupeur en Chine, et on vous dit encore aujourd'hui en Chine que c'était évidemment pas une erreur, que l'Amérique avait voulu envoyer un signal à Pékin, etc. Et c'est devenu le plus grand centre culturel d'Europe, écrivez-vous. Tout à fait, le plus grand centre culturel chinois d'Europe. Autrement dit, tous ces néo-empires revanchistes, et donc effectivement la Russie et la Chine, la Turquie et l'Iran, instrumentalisent le souvenir de traumatismes réels ou fictif, notamment lorsque l'Occident est en cause, pour animer justement ce besoin de revanche pour l'Occident, qui se traduit notamment par un expansionnisme, que ce soit militaire, commercial, que ce soit de manière habile, comme la République islamique, qui, pour faire simple, on le sait bien, n'envoie jamais ses propres troupes se battre, elle envoie toujours les Arabes et les autres se battre à sa place. Il y a une volonté également claire de remettre en cause côté iranien le nouvel ordre régional émergent au Moyen-Orient permis par la normalisation entre Israël et une partie du monde arabe et peut-être bientôt entre Jérusalem et Riyad. Oui, je fais partie des gens qui ont tout de suite pensé début octobre à la volonté de certains acteurs, le Hamas, le Hezbollah et l'Iran, sinon torpiller, du moins mettre des bâtons dans les roues de la poursuite de ce qu'on a appelé le processus d'Abraham, qui se manifestait par deux choses. Il y a une chose dont on n'a pas assez parlé à mon sens, c'est le fait que le Qatar, tout à ses réconciliations avec l'Arabie Saoudite, avait cessé de financer les fonctionnaires du Hamas, qui à mon avis avait entraîné l'envoi de ballons incendiaires au mois d'août-septembre. Tout à fait. Et cela fait sans doute partie, à mon avis, des causes profondes, entre guillemets, s'il faut absolument chercher des causes profondes de ce qui s'est passé le 7 octobre. Et l'Iran, bien sûr, ne voulait pas d'une réconciliation entre l'Arabie Saoudite et Israël, même si de son côté, elle faisait mine au moins sur le papier de vouloir rétablir des relations normales avec Riyad, puisque l'an dernier, au mois de mars, sous l'égide de la Chine, l'Arabie Saoudite et l'Iran avaient décidé non pas de se réconcilier. D'abord, les relations internationales ne sont pas des brouilles entre personnes. De rétablir leurs relations diplomatiques. De rétablir leurs relations diplomatiques. Est-ce que ce rapprochement entre Israël et l'Arabie Saoudite est forcément remis en cause, selon vous? Alors, le porte-parole du Conseil national de sécurité américain, John Kirby, a indiqué avant-hier que l'Arabie Saoudite était, je le cite, toujours engagée dans ces négociations. Votre point de vue, Bruno Tarta? Je reste absolument persuadé que les éléments structurels qui ont conduit à l'amorce de ce dégel qui pouvait conduire effectivement à l'établissement de relations normales sont toujours là et que cela reprendra. Je suis conforté dans cette impression, dans le fait que les réactions officielles saoudiennes sont beaucoup plus mesurées que celles de certains autres États de la région, que j'allais dire, pardon de cette expression, que l'Arabie Saoudite fait presque le service minimum vis-à-vis de la cause palestinienne et de ce qu'elle estime devoir dire à propos des opérations de Tsahal depuis le 7 octobre. On a vu à la télévision saoudienne des responsables du Hamas mis en difficulté. Donc tout ça est plutôt un signe, à mon sens, du fait que l'Arabie Saoudite, en tout cas à minima, ne veut pas prendre la tête de la contestation des opérations en cours à Gaza et se réserve certainement la possibilité à moyen terme de pouvoir, ça n'est pas pour tout de suite, mais de pouvoir reprendre le processus de dégel entrepris avec Israël. Est-ce que ça peut même renforcer l'inquiétude de l'état-major politique saoudien face aux ambitions militaires et aux moyens que pourrait utiliser la République islamique? Oui, justement, je pense que c'est l'une des raisons qui font que ce processus est suspendu, mais n'est pas mort du tout. C'est que l'Arabie Saoudite voit très bien
que certains acteurs qui ne sont pas du tout favorables à ses propres intérêts, je parle du Hamas, du Hezbollah et de l'Iran, pourraient reprendre du poil de la bête à l'occasion, sont déjà en train de le faire, à l'occasion de ce qu'ils ont fait le 7 octobre et des opérations conduites par Tsahal. Et l'Arabie saoudite ne veut pas justement que de nouveau ce soient ces acteurs revanchistes et révolutionnaires qui tiennent le haut du pavé lorsqu'il s'agit de défendre la cause arabe, la cause musulmane et la cause palestinienne. Donc je crois qu'effectivement c'est l'une des raisons qui conduisent à cette relative prudence saoudienne. L'un des faits marquants de ces 2 dernières semaines est le rôle joué parmi les proxys de l'Iran par les Houthis au Yémen, milice chiite, avec l'envoi de drones et de missiles de longue portée vers le territoire israélien. Ils ont été interceptés ou éliminés principalement par les Américains, mais aussi par les Saoudiens, ce qui a conduit à la mort, à l'assassinat de 2 Saoudiens dans les jours qui ont suivi. On lit dans la presse israélienne l'analyse suivante, c'est notamment, je cite Ron Benchay, qui est un grand expert militaire israélien du Yediot Ahronot. Il explique que semble-t-il, et c'est une hypothèse, c'est son hypothèse, que l'Iran ait décidé, peut-être à la demande de Nasrallah, le chef du Hezbollah, et de Damas, donc de Bachar al-Assad, d'activer non pas le Hezbollah tout de suite et la Syrie, mais un proxy beaucoup plus éloigné, donc les Houthis au Yémen, ce qui rendrait la réponse israélienne beaucoup plus compliquée puisqu'elle est à distance. Est-ce que ça vous paraît pertinent ? Ça ne me paraît pas absurde, mais je trouve extrêmement difficile d'avoir des certitudes sur ce qui se passe dans la tête des Houthis en ce moment. Et des Iraniens aussi. Et des Iraniens, mais les Iraniens, on les connaît un petit peu mieux quand même. On a l'expérience de traiter avec eux. Est-ce qu'il y a une autonomie de décision côté Houthis ? Alors, je dirais la chose suivante. Il est extrêmement difficile d'imaginer que ces tirs, y compris contre les intérêts américains directs, aient été décidés sans qu'il y ait au moins le nihil obstat, au moins l'approbation tacite de Téhéran. Ça me paraît extrêmement peu concevable. Moi, je crois que Téhéran donne le sentiment de vouloir être présent dans la partie, pardon pour cette expression un peu cynique, mais la partie stratégique terrible qui est en train de se jouer, être présent sans aller jusqu'à véritablement ouvrir un 2e ou un 3e front, comme on le dit. La partie que nous évoquons, c'est-à-dire les factions pro-iraniennes, le Hezbollah, la Syrie, les Houthis, testent les acteurs de la région, montrent qu'ils sont présents, mais ne vont pas jusqu'à ouvrir délibérément un autre espace de guerre. Et la réponse américaine à ce test, elle vous paraît crédible pour afficher la dissuasion ? Je crois que les Américains ont d'abord, par l'envoi d'une présence extrêmement significative en Méditerranée orientale. Je n'ai pas regardé les précédents, mais ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une présence américaine en Méditerranée orientale aussi importante, qui s'ajoute à celle, bien sûr, présente dans le Golfe. Les Américains ont réagi comme on pouvait s'y attendre et comme probablement ça a surpris. Ça a certainement surpris l'Iran et le Hezbollah qui ne s'attendaient pas forcément à ce que l'Amérique soit littéralement prête à ouvrir le feu sur le sud Liban. Ça change certainement le calcul d'un Nasrallah, ça change certainement le calcul d'un Khamenei. Encore une fois, les adversaires de l'Occident sont toujours surpris de voir que nous sommes plus réactifs et plus rapides à réagir lorsque nous sommes agressés qu'ils ne le pensent, parce qu'ils se pensent toujours à tort que nous sommes faibles. C'est d'ailleurs ce qui dans le livre vous pointez la fragilité, notamment de certaines décisions occidentales, notamment celle de Barack Obama après le. Alors je n'attribue pas. En Syrie, en tout cas, vous mettez en avant l'idée. Je vous laissez peut-être l'expliquer, mais vous mettez en avant l'idée que ces puissances, ces néo-empires revanchistes. Interprètent très clairement ce qui leur apparaît comme des fragilités. Tout à fait. Je ne fais pas partie des gens qui attribuent à la non-décision de Barack Obama de frapper la Syrie, la non-décision au dernier moment, comme on le sait bien, de frapper la Syrie en août 2013, comme la source de tous les maux. C'est pas parce que Obama a reculé que Poutine a envahi la Crimée. Voilà, pour faire ça. Cela dit, il y a un certain nombre d'événements, comme cette décision d'août 2013, comme la décision prise par Trump et confirmée par Biden de se retirer d'Afghanistan, qui sont interprétés à tort et à raison
comme le signe d'une volonté de l'Occident de s'extraire un peu de la gestion de ces conflits et de ces crises dans des régions du monde compliquées. Dès lors, je veux dire, ça les encourage ou ça les conforte dans leurs démarches expansionnistes. Autrement dit, c'est pas ce que font ou ce que font pas les Occidentaux qui déterminent totalement ce que font Poutine, Xi Jinping ou le président iranien Raisi ou encore Erdogan, mais il est difficile de croire que ça n'a pas un impact sur leur mode de raisonnement. Mais donc Joe Biden, en Ukraine comme dans la crise actuelle, fait le job, si vous me permettez l'expression? Oui, je crois qu'il fait le job. Alors en Ukraine, on peut voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Verre à moitié vide, on n'intervient pas directement en Ukraine. Et l'Amérique, par ailleurs, interdit, à mon avis à tort, aux Ukrainiens de taper trop loin ou trop fort sur le territoire russe internationalement reconnu à l'aide de moyens donnés ou vendus par l'Amérique. La deuxième chose qu'il faut constater quand même, c'est que la dissuasion fonctionne au sens où la Russie ne s'en prend pas aux intérêts, ne s'en prend pas militairement, je souligne militairement 3 fois, parce qu'elle s'en prend d'autres manières, aux intérêts occidentaux. Donc la dissuasion fonctionne, mais globalement, Biden, en réagissant plutôt fermement sur la crise, sur la guerre en Ukraine, et de nouveau avec la guerre contre le Hamas, il donne le sentiment, et à mon avis, les dirigeants non occidentaux dont on parlait tout à l'heure ne s'y attendaient pas forcément, de quelqu'un qui, finalement, voilà, il vaut mieux peut-être pas trop se frotter trop fort et de trop près aux Occidentaux. Israël a renforcé, on l'a appris hier, sa présence maritime en Méditerranée. Et puis, pour la première fois, en réalité pour la deuxième fois, mais l'inventeur de ce système dit que c'est en réalité le premier test à utiliser pour la première fois son système de défense antimissile Hetz, Arrow, Flèche. Qu'est-ce que ça change dans la réponse et dans le rapport à l'Iran dont on connaît la menace, le degré de la menace balistique? Eh bien, c'est un test grandeur nature, c'est une démonstration grandeur nature du fonctionnement de cette troisième couche du système de défense antimissile israélien, qui est en particulier destiné aux missiles iraniens. Et chaque fois qu'on fait un test, surtout grandeur nature, qu'on montre que ça marche, mais c'est un petit signal de dissuasion envoyé à la partie adverse. Est-ce que le soutien militaire et financier américain à l'Ukraine est remis en cause par cette guerre, surtout si elle devait se poursuivre? On voit que les républicains mettent la pression de plus en plus fortement contre l'administration. C'est un grand sujet pour les prochaines semaines et les prochains mois, d'autant plus, comme vous le savez, que les Ukrainiens ne font plus aujourd'hui de progrès visibles, en tout cas territorialement visibles, dans leur contre-offensive. Et vous avez aujourd'hui, bien sûr, un débat dans le camp républicain pour dire peut-on et faut-il aider autant l'Ukraine que nous aidons Israël? Et si nous devons puiser dans nos stocks de munitions et faire marcher nos usines d'armement, est-ce qu'on a les moyens de le faire autant pour l'Ukraine que nous devons le faire pour Israël? Car Israël est un allié de fait des États-Unis, alors que l'Ukraine n'était pas un allié de fait. C'est devenu un allié de fait, mais il n'y a pas dans la relation entre les États-Unis et l'Ukraine, il n'y a absolument rien de la profondeur des liens y compris de défense, entre l'Amérique et Israël. Donc Israël aura forcément la priorité. La question reste de savoir dans quelle mesure ça sera au détriment de l'Ukraine. J'allais dire, ça n'est pas encore très clair aujourd'hui, mais plus ces deux guerres dureront, plus elles nécessiteront le soutien militaire direct de l'Amérique, plus cette question sera posée. Je précise quand même que Israël est une puissance militaire moderne, alors que l'Ukraine ne l'était pas et a moins besoin des équipements modernes que l'Ukraine n'en a. Après avoir été reçu à Moscou, l'un des responsables du Hamas, Khaled Meshal, a déclaré que ses interlocuteurs lui avaient dit que l'attaque du Hamas serait enseignée dans les académies militaires russes et serait même utile aux Chinois dans le cas d'un blocus ou d'une guerre contre Taïwan. Vraiment, pour nos Tartrès? Je me demande qu'est-ce qui a pu lui passer par la tête. Mais le fait est qu'il le dit. Le fait est qu'il le dit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les liens que je fais, moi, entre ces différentes guerres, entre ces différentes puissances revanchistes, et je crois qu'on peut mettre le Hamas, j'allais dire, dans une famille qui va pour l'État le plus pacifique, la Turquie, enfin, pour le membre de la famille le moins belligène, la Turquie, jusqu'au plus belligène et au plus cruel, c'est-à-dire le Hamas, en passant par l'Azerbaïdjan. Donc il y a cette famille qui a un pied en Occident pour la Turquie, mais
qui pour le reste est issu des frères musulmans et qui sont des États ou des néo-États ou des para-États liés de près ou de loin aux frères musulmans. Et donc, si vous voulez, ces liens, ils se font par quelqu'un comme le dirigeant du Hamas que vous mentionnez. Je ne suis pas sûr qu'on lui ait dit du côté chinois quelle prouesse militaire extraordinaire ce sera enseigné dans nos écoles, mais je me demande quand même s'il n'y a pas eu quelque chose qui lui a suggéré cela. En tout cas, quelle que soit la manière dont il faut interpréter cette déclaration, ça veut dire que le lien que je fais dans mon livre et qu'on peut faire ici, entre ces différentes puissances revanchistes contre l'Occident, eh bien, ils sont assumés quelque part par les protagonistes eux-mêmes. Merci beaucoup, Bruno Tertrais, d'avoir été avec nous. Je conseille très vivement la lecture de votre dernier livre qui est absolument passionnant. C'est publié aux éditions de l'Observatoire. La guerre des mondes, le retour de la géopolitique et le choc des empires. À très bientôt sur Radio J. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie, mais écoutez.